بكم ومرحبا بكل مشاهدي راديو الحوار بي. اليوم حضر فريق راديو الحوار في ندوة صحفية تخص التلوث البيئي للبحيرات ببنزرت. هيا شوفوا معنا. Je remercie pour ce moment pour rappeler donc les cadres. Donc les cadres, c'est l'initiative horizontale. C'est ça le dire horizontalement. Donc c'est l'initiative jusqu'à le ministère, le ministre de l'Environnement. Ils se sont réunis en 2005 et ont décidé donc d'abattre de façon très importante la pollution de la Méditerranée en s'attaquant aux sources de pollution majeures. Pour ce qui concerne le projet MISER, l'étude qui a été menée à travers des fonds européens sous le contrôle et la supervision de la Banque d'investissement, l'IASAN, que je salue, il a identifié des sources principales. Ce sont des sources industrielles, des sources d'assainissement, procédés d'assainissement. C'est des sources qui proviennent de la gestion des déchets solides, des déchets urbains et industriels, et finalement des questions qui ont trait à l'érosion et à l'épanouissement de la richesse de l'eau et des bisères. C'est à ce sujet donc le financement européen a été sollicité et donc en décembre 2013, ces financements ont été mis à disposition à ce qui concerne au moins l'Union européenne, 15 millions d'euros. Je voudrais rappeler ces 15 millions d'euros qui valent aujourd'hui plus de 30 millions de dollars. C'est un million de chiffre assez important. C'est mis à disposition sous forme de dons. Ça ne veut pas à ce qui nous concerne. Alors, les autres contributions européennes, 40 millions d'euros, je souhaite rappeler ici, puisque le président de la Banque européenne d'investissement, de la Banque européenne d'investissement, sous forme de prêts, ainsi que les contributions de la gouvernement. Donc, ce sont des prêts, ça veut dire prêts, ça veut dire et l'État est ensuite tenu de rembourser cette dette. C'est un échéance face à nos contributions. Finalement, ce sont des contributions. Nous, c'est vrai que nous mettons à disposition financement, mais il est important ici vous êtes des premiers donneurs de ces produits et vous êtes aussi les principaux. Je vais vous inviter donc à continuer votre participation active tout au long du projet que nous avons tout simplement l'organisation de mise à disposition de fonds qui va face à l'administratif et les fonds sont réservés pour ces projets importants de l'évolution et je vais vous inviter à présent et à jouer votre rôle de bien.
locaux en vue de l'amélioration de la qualité de leurs services. Donc, sur ce projet, nous avons un petit peu rattrapé le train, je dirais, l'année dernière, parce que le chef de file l'avait dit, et ensuite l'Union européenne, et donc nous avons été approchés l'année dernière pour participer à ce projet extrêmement important pour la Tunisie, pour la région, pour la territoire du Niger, mais aussi pour la région de la Nord. Donc, comme l'a dit M. Corato, ce projet est très important, un coût total de 90 millions d'euros, et nous allons en financer, Inch'Allah, 20 millions d'euros. Notre implication dans ce projet ne sera pas uniquement financière, mais sera également technique et je reviendrai. La spécificité de notre intervention dans ce projet, c'est que nous allons financer non pas le ministère, mais le MAS. Et donc, nous allons financer en partie la mise à niveau de 3 stations d'épuration situées à Isère, à Amateur et à Manzanilloula, et ainsi que la pose, l'extension et la réhabilitation de certains réseaux d'assainissement pour plus de 200 km. Comme je vous l'ai dit, notre implication n'est pas uniquement financière, mais aussi technique. Et avec la BEI, nous soutenons la mise en place et la facilitation d'un dialogue sur la soutenabilité financière de l'ONAS. Il va y avoir beaucoup de travail technique qui va être mis en place. D'une part, il y a un comité de pilotage, qui est le gouverneur de l'État, qui se tiendra entre l'ONAS et les principaux acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là. Il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés. Le thème de la gouvernance, extrêmement important, du secteur de l'assainissement, de la gestion financière et de l'efficacité opérationnelle. Voilà, nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce financement. Nous sommes encore en discussion avec les autorités. Notre application n'est pas encore scellée à la main, je dirais. Mais nous espérons que ce sera possible. Merci. J'aimerais en répondre à tous souhaiter la bienvenue à nos amis, M. Yola, président de la délégation de l'Europe en Tunisie, notre partenaire, un des partenaires dans ce projet, ainsi que nombre de contrats en matière d'environnement et de développement. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur général de la mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le gouverneur de m'avoir invité à présider avec lui cette rencontre. Je vous remercie de l'invitation, puisque c'est monsieur le gouverneur qui est le principal chef de file de ce projet. Ce projet est un projet régional, c'est un projet qui appartient à la région, il a certainement un intérêt national, mais il est avant tout régional. La Tunisie aujourd'hui
bien évidemment, continuera à jouer son rôle. Elle est là, elle appuie le projet. Il y a au moins 60 millions d'euros en dette extérieure qui seront remboursés par l'État, c'est-à-dire par la collectivité nationale, par les autres habitants de la Tunisie et ceux qui vont venir après nous, dans les générations futures, pour le bien des populations de Bizerte, pour le bien des populations environnantes du lac de Bizerte. C'est un principe très important de solidarité nationale que nous devrions nous rappeler tous. Merci, Monsieur le Gouverneur, de m'avoir invité et vous trouverez tout l'appui de ma part pour réussir le démarrage de ce programme. Pourquoi cette journée? Vous avez eu avant moi, je n'ai pas participé avec vous, avant dans la préparation de ce projet, plusieurs rencontres, dont la dernière, je pense, remonte à quelques mois, je pense en juin ou juillet, l'année dernière. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel Arabe, tout à l'heure, va vous présenter l'état d'avancement. Le plus important, c'est les accords de financement ont été pratiquement acquis. Il reste peut-être un tout petit peu à voir la signature de certains accords, notamment en ce qui concerne le FIF. Mais de toute façon, le financement a été bouclé et la Tunisie a obtenu des accords de financement depuis cette date-là. Le démarrage effectif du programme est prévu pour le 1er janvier 2015. 8 mois nous séparent exactement du démarrage effectif de l'exécution et de la mise en œuvre du projet. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous aurons à faire tous ensemble pendant les 8 prochains mois pour préparer un bon démarrage du projet à la date exactement prévue, c'est-à-dire le 1er janvier 2015. C'est, à mon avis, l'objet de cette réunion. C'est essentiellement ça. Vous avez une charte entre vous, que vous avez signée déjà l'année dernière, qui vous engage tous dans une responsabilité solidaire et conjointe à réaliser ce projet. Votre charte dit: nous appelons à la conception et à la mise en œuvre d'un plan d'action concerté, participatif et intégré, qui garantit un développement durable de la région à moyen et long terme. C'est vous qui dites ça. À la fin de la charte, vous dites: et nous nous engageons à travailler ensemble pour la préparation et la mise en œuvre du plan de gestion ou d'action dans les années à venir. C'est votre projet, c'est votre charte, c'est votre plan d'action. L'État, comme je l'ai dit, sera là pour appuyer, mais c'est essentiellement votre responsabilité de réussir ce projet. Je souhaiterais qu'à la fin de cette journée, ou de journée, vous sortiez avec un plan d'action, pas forcément élaboré, mais au moins les principales tâches que les uns et les autres auront à faire dans les 8 prochains mois pour assurer un bon démarrage du projet et la réussite de sa mise en œuvre. Ça, c'est en ce qui concerne l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Ce que je voudrais également partager avec vous, c'est que ce projet-là, il est assez particulier. C'est un projet novateur. Il est presque le premier en son genre en Tunisie. Un projet qui comporte des complexités, un certain nombre de complexités dans sa planification, dans sa façon de mise en œuvre, dans son financement,
intervenants, à cause de la nouveauté des approches, que ce soit les approches participatives, les approches techniques, de la complexité du management. D'abord, M. le gouverneur nous a rappelé qu'il y a un comité de pilotage qui est prévu, mais il y aura également une unité de gestion du projet, et avec plusieurs intervenants. De la part du département environnement, il y a pratiquement toutes les agences qui vont intervenir, la NPE, l'ANGET, l'ONAS, la PAN, et également d'autres agences qui organisent comme le CITET, par exemple la Banque des Gènes, auront à intervenir également sur des composants, même si elles ne sont pas encore prévues d'une manière précise, mais il y aura plusieurs intervenants. Donc il y a des risques. Le premier de ces risques, c'est qu'on se retrouve à la fin avec une unité de gestion du projet qui gère le projet tout seul, avec des contraintes et des règles administratives bien déterminées, et le mode de gouvernance participative et également l'approche intégrée à la fin soit perdu. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est le risque de se retrouver avec des interventions sectorielles et que chacun fait son travail de son côté. L'ONAS fait ses projets, l'ANGET fait les siennes, la NPE de l'autre côté, les industriels, Foulet, Steyr, Cimenterie et autres, chacun fait son projet à part, sans aucune concertation, sans aucune coordination. Et ça, c'est un grand risque. Voilà les deux principaux risques auxquels j'ajouterai un troisième, c'est les déraillements ou les glissements dans les délais d'exécution qui risquent de كل شيء مطلوب. النقطة الأولانية هي الملكية تاع شكون؟ تاع الدولة صحيح، تاع المجموعة صحيح، لكن تاع الناس اللي عايشين فيها وحولها ومنها مصلحتهم انهم يحافظوا عليها وينميوها ويطوروها ويسلموها من بعد ولادهم. هذا المفهوم الاولي هو مفهوم الملكيه، لا بروبريتي، مش الملكيه العقاريه، لا، الملكيه بالمفهوم الاخلاقي للكلمه، البروبريتي au sens moral éthique du terme. C'est l'appropriation, التملك والهيديتير لازم نحافظ عليها. من منطلق تاع مفهوم التملك هذا يجي المفهوم الثاني اللي هو شكون يحكم فيها هذه النظام؟ انتوما تحكموا فيها؟ شكون يتصرف فيها معناها؟ شكون يديرها؟ شكون يعرف شو اللي يتظبط فيها؟ كيفاش تعيش الحياة فيها؟ وشنو اللي لازم نعملوا باش نحميهم؟ وكيفاش نحميهم؟ وشكون يحميهم؟ وبين وسائل باش يحميهم؟ شكون اللي يتصرف فيها؟ شكون اللي يدير الشأن تاعها؟ كل واحد منكم عنده عائلة، أسرة، تكون من أفراد، طفل وعنده دار يعيش فيها. الدار اللي يعيش فيها والأسرة تاعو شكون يحكم في الدار؟ جارك يحكم في الدار؟ دارك شكون يحكم فيها؟ ما يكونش فيها جارك، ما يكونش فيها الدولة، ما يكونش فيها سيد ويلي، أنت تحكم في دارك، أنت وعائلتك، أنتم اللي تتصرفوا في الدار وفي الشؤون تاع الأسرة تاعك. بالضبط هذه الوزارة هي هذا، شكون يتصرف فيها؟ يتصرف فيها أنتم. بالطبيعة فما السلطة والدولة وكذا، لكن أهل مكة أدرى بشعارها. المشكلة اللي عايشينها احنا اليوم في تونس ومش في الثلاث سنين الأخرانيين هذوما على أثر الثورة، حتى من قبل، اللي المواطن التونسي، اكسكوزي موا دو سويتشي ماشي زميل، اللي المواطن التونسي اللي كلنا احنا توانسة نعيشوا في تراب البلاد في أي موقع من الحياة الجمهورية وماناش حاسين اللي هي بتاعنا، حاسين اللي هي بتاع الدولة. حتى اللي في أرض الخاصة بتاعه يقول ربي يسر تحت عليه الدولة، تفك لي حاجة ولا تحط لي
تاع المحيط اللي نعيش فيه بما فيه من خيرات، ثانيا تاع إدارة الشأن تاع المحيط هذا اللي تسمى هي الحوكمة. يعني كلمة الحوكمة gouvernance اسمها فيها بالضبط هذا شو معناها. ثم قررتوا باش تكون بحيرة بنزرت تحت مسؤوليتكم انتم. المفهوم تاع تبلغ وجود في الشعب. واخترتوا باش انتم تشرفوا وشاركتوا في الزيارة تاع البرنامج هذايا وتشرفوا على الإنجاز وتتابعوا الإنجاز نتاعو. هذا معنى الحوكمة الثاني. فالزوج معاني اللي لازم نحافظ عليهم ونقعد ديما في التابع. وهذاك علاش المشروع تاعكم هو مشروع نموذج. إذا كان نجح باش يكون مثال يحتذى في باقي الجهات تاع تونس. مسؤوليتكم كبيرة من ناحيتين، مسؤوليتكم تجاه الاتفاقية اللي عملتوها مع بعضكم، ومسؤوليتكم تجاه باقي الناس في تونس، في قفصة، في سليانة، في جابس، في مهدية، في سيدي بوزيد، في غيرها من الجهات تاع تونس اللي باش تنجحوا المشروع هذا باش يكون موديل، باش يكون نموذج لبقية المواطنين في المستقبل. في الأخير ما ننساوش البعد الأساسي نتاع كل مشروع تنمية. غاديش نتحدث على التنمية المستديمة والمستدامة اللي هي تتلخص في كلمتين: مشروع التنمية مهما كان نوعه، الصناعي ولا السياحي ولا الفلاحي ولا التجاري ولا غيره ولا دين، حتى عنده زوج شروط لازم تتوفر فيه باش يكون دائم أو مستديم. الشرط الأولاني هو أن المشروع هذا يكون إنساني. الشرط الثاني هو أنه يكون إيكولوجي. شو معناه؟ يعني يكون يراعي ويكون مندمج في الوسط البشري اللي هو يتعمل فيه التراعي هذاك. ثانيا يكون مندمج أيضا في الوسط الطبيعي والإيكولوجي اللي هو فيه. المفهوم هذه مهم جدا. احنا المشاريع التنمويه في العالم مجمع مش في البلاد الاطاعه الانسانيه البشريه في الثلاث قرون الاخيره، وان المشاريع التنمويه تتعمل كما تسمى هي الميتيوريت اللي يهبطوا من السماء، الحجر اللي يهبط من السماء ساعه لا مش ساعه الأشرار اللي تهبط في الفضاء وتجي على الأرض تهبط القنبلة بوم تعمل حفرة تحرق الدنيا وبعد تمشي وتخلي كان حفرة تمشي على روحها. المشاريع التنموية يسد في البر، ما عادش زي ما تكون في الميتيوريت، زي ما تكون مشاريع مندمجة في محيطها البشري الإنساني المباشر، ومندمجة في محيطها الطبيعي المباشر. هذا اللي ممكن نسميه أنسنة التنمية ومشاريع التنمية وإدماجها في محيطها الإيكولوجي. l'humanisation et l'écologisation du développement. لفتة الأخيرة للموقع اللي احنا فيه اليوم اللي انتم تعرفوا منين. إشك محمية إشك، عتيقة إشك، تحية إشك كلنا فيها. اللي المجموعة الوطنية
en cours d'instruction. Je crois que déjà l'instruction avance. Voilà, donc toutes les tâches que j'ai énumérées là, c'est des tâches, ce sont nos tâches en fait, durant les 8 mois de préparation ou de lancement effectif du programme. Donc c'est notre recommandation, si vous voulez, par la suite, au cours du débat, on peut en discuter, on peut essayer de voir ensemble les actions qui peuvent être accélérées, peut-être, selon vous, bien sûr, et les actions, voilà, on peut discuter ça va nous faciliter l'élaboration de notre plan d'action, en fait, c'est en partie, en fait. Si vous voulez, bien sûr, ajouter quelque chose, voilà, donc pour les mesures d'accompagnement, donc, je précise un petit peu concernant les mesures d'accompagnement, c'est le renforcement institutionnel, comme je l'ai dit, le suivi environnemental et le contrôle. Donc le renforcement du contrôle et du suivi environnemental, aussi le fonds pour la recherche et la gouvernance en fonction des capacités. Donc le fonds pour les actions de sensibilisation environnementale, ça doit être des actions bien ciblées. Les catégories principales à cibler qui ont été identifiées au niveau des études de faisabilité, c'est les ménages. Donc pour l'objectif de gestion améliorée des déchets ménagers. Donc les agriculteurs aussi pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles afin de réduire l'utilisation des intrants agricoles et les aquaculteurs et les pêcheurs pour qu'ils réduisent les impacts de leurs activités. Donc aussi il y a un fonds de pérennisation qui sera sujet d'après la proposition pour des projets pilotes innovants. Dans le projet de dépollution intégrée du lac du Bizerte. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au parc de Ischkel. Cette participation massive est remarquable, traduit tout l'intérêt de chacun de vous, porte aux activités de ce projet ambitieux. Mesdames, Messieurs, suite à plusieurs rencontres avec nos partenaires européens, qui ont été organisés par le ministère de l'Équipement et Développement durable ou par le gouvernorat du Bizerte, et dans le but de pérennisation du projet, une cellule régionale nommée Cellule Horizon 2020 a été instaurée au sein des services du gouvernorat du Bizerte, composée de cadres de diverses disciplines ayant pour rôle. Cette cellule a pour rôle, donc, une mission de coordination et de suivi pour les futurs projets au niveau du bassin versant et les programmes nationaux, régionaux et locaux des différentes institutions publiques, tout en respectant l'objectif ultime du projet de dépollution du lac de Bizerte et le plan directeur d'aménagement du groupement Bizerte-Menzeburgim. Une autre tâche, c'est la participation à la prise de décision. C'était peut-être la réunion la plus instructive, mais la plus difficile aussi pour nous, parce que c'est une réunion où on a pris acte en fait de l'intérêt donc de la population riveraine du lac du Bizerte, donc d'abord de l'intérêt, mais également de l'inquiétude et de l'amertume qu'ils ont de voir ce milieu-là s'est dégradé de jour en jour. Et c'était pour nous également quelque chose qui nous a poussé à aller le plus loin possible dans les études et également dans la concertation. Et c'est grâce à tous les gens qui ont travaillé dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de ce qui a été confié à la lagune de Bizerte et lac de l'Ischkel. Il faut savoir d'abord qu'il y a environ 200 millions de mètres cubes d'échange entre ces deux écosystèmes. Mais ce n'est pas n'importe quel échange. Parce que l'eau qui vient de l'Ischkel au lac de Bizerte, c'est un apport positif. Ce n'est pas comme les eaux polluées ou les eaux donc industrielles qui arrivent dans le lac de Bizerte. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Donc, et très intéressant. Et d'ailleurs, l'une des inscriptions de l'Ischkel en tant que patrimoine mondial, elle provient du canal de Tinge et de lac de l'Ischkel. Si ce n'existait pas ces deux composantes, l'Ischkel n'aurait pas son originalité, il ne sera pas peut-être inscrit au niveau de patrimoine mondial. Pour dire ici que Bizerte, le lac de Bizerte, en s'annexant à l'Ischkel, il fait partie également du patrimoine mondial parce que l'Ischkel ne peut pas vivre, comme vous allez le voir, donc sans la lagune de Bizerte.
En hiver, en fait, vous avez le niveau d'eau qui monte dans l'Ischkel. Peut-être je dis des choses assez banales pour certaines personnes, mais pour d'autres, peut-être c'est intéressant. Et ce niveau d'eau qui monte, il va participer d'abord à la diminution de la salinité et donc il va favoriser donc, le développement de certaines espèces, particulièrement de plantes donc, comme la cierpe ou le potamo, donc, qui sont des plantes indispensables pour les colonies des oiseaux qui viennent donc, hiverner au niveau de l'Ischkel. Et cette eau-là, elle va passer vers donc, la lagune du Bézère. Tout système fonctionnait avant naturellement, avant qu'il y ait l'implantation d'un certain nombre de barrages, et je vais y revenir. Donc vous avez une augmentation du niveau d'eau dans le lac et une sortie de l'eau vers la lagune pour enrichir, en fait, apporter les nutriments nécessaires donc, à la lagune du Bézère. En été, c'est en fait le système s'inverse. Nous avons une grande évaporation au niveau des lacs. Le niveau d'eau des lacs du Bézère devient plus important et bien sûr l'eau, elle va venir donc dans le lac. En fait, dans certaines conditions, elle va adoucir parce qu'avec l'évaporation, la salinité va monter. On a vu dans les années, en fait, la fin des années, début des années 2000 et fin des années 90, que la salinité est montée à des niveaux très très élevés au niveau donc des lacs de Ischkel, et cette salinité était une contrainte donc au développement de la vie biologique. On a eu même une disparition totale de potamo. Il y avait des gens qui ne croyaient pas donc que cette espèce allait revenir et allait se développer telle qu'elle est actuellement. Donc ici, donc l'eau vient là, donc vous avez donc ces échanges entre été et hiver. Mais du moment quand on a mis des barrages, il fallait trouver une autre façon pour gérer. Comme il y a des barrages, donc il y a un patrimoine mondial, et la Tunisie ici, elle a pris une décision qui a été saluée à l'échelle mondiale, c'est de considérer l'Ischkel comme consommateur d'eau. Autant que l'agriculture, autant que la population, l'Ischkel est un consommateur d'eau et elle a garanti donc un minimum absolu d'eau de 30 millions de mètres cubes par an qui peut être donc injecté au niveau des lacs d'Ischkel à partir de lâcher des barrages pour éviter donc que la salinité monte et qu'il y ait disparition de certaines espèces indispensables. Donc le système de gestion, donc il se pose sur la gestion des apports en eau, la gestion des échanges entre mers en aval et la mise en œuvre du suivi scientifique. Donc, la gestion des apports en eau, c'est un peu la garantie de l'État à fournir de l'eau. La gestion des échanges, elle s'est faite particulièrement à travers cette écluse. Cette écluse, en fait, qui était conçue au départ d'une manière manuelle, donc avec un système de versoir de crue. Il y a quelques-unes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Nous avons également donc tous ces paramètres en fait de suivi des stations, le personnel donc, qui est implanté ici au niveau donc, des centres d'accueil qui assure le suivi. Nous avons également des programmes de suivi des paramètres biologiques, donc la végétation, particulièrement ce qui nous intéresse, nous, c'est les oiseaux et la végétation. Donc, parce que le site, il n'est pas également, seulement patrimoine mondial, il est également un site Ramsar, il est également donc, parc national. Donc c'est peut-être le site le plus protégé en fait de la Tunisie en termes réglementaires. Donc nous avons également, peut-être c'est la seule institution qui a des programmes de recherche permanents. L'INPE, elle a toujours au moins 4, 5, 6 étudiants qui sont en train de travailler, donc soit qui viennent de l'INAT ou de la faculté des Bézère ou d'autres universités qui travaillent en permanence dans la recherche. Maintenant, je passe à la dépollution donc, et à notre projet rapidement pour dire que d'abord il y a les contrôles. Le contrôle, si on regarde l'eau, nous avons pour l'eau, en fait, nous avons 3 normes. Il y a un T10602, 03 et 20 qui sont relatives au régime de milieu donc récepteur, donc soit la mer, soit donc les lacs, parce que c'est considéré comme un ouel, et l'ONAS, ou la réutilisation des eaux usées en agriculture, ou bien le bout. Donc, pour ces 3 normes, l'INPE, elle va pouvoir faire le contrôle. Pour la qualité de l'air, malheureusement, le décret donc sur les émissions à partir de sources fixes a été repoussé 3 ans. Et pour les sédiments, nous n'avons pas de normes
En fait, d'ailleurs, ça existe que de normes de qualité et ça existe uniquement sur le continent américain. Et on va essayer de se fixer comme objectif de qualité les normes canadiennes parce que ce sont les normes qui paraissent les plus appropriées. Mais il faut savoir qu'en 2009, il y a une étude qui a abouti sur un projet de norme pour les sédiments, la qualité des sédiments en Tunisie. Et cette norme-là, le décret, en fait, n'a pas encore été promulgué, donc il s'est arrêté donc, le processus. Malheureusement, à partir de 2011, tout le processus de promulgation des décrets environnementaux sont arrêtés. J'espère que c'est en train de redémarrer maintenant. Quel est le rôle de l'ANPE? Si l'ANPE sera appelé à renforcer le programme de contrôle et de respect des normes de guerre, et pour ce faire, il va y avoir un programme particulier, donc un programme donc, qui va être arrêté, en fait, en concertation bien sûr avec l'ensemble des partenaires, mais il va y avoir un programme qui est préétabli de contrôle et qui est approuvé par l'ensemble donc de partenaires. Maintenant, pour les indicateurs qui ont été en fait intégrés dans l'étude, et là j'y reviendrai après, donc il y a donc des indicateurs donc sur la productivité potentielle qui se rapportent particulièrement au nitrate et au phosphore. Il y a des indicateurs sur la productivité réelle qui sont liés particulièrement à la chlorophylle et à le taux d'oxygène dessous. Et bien sûr, il y a les indices de durabilité qui peuvent compromettre, en fait, ils peuvent donc contribuer donc, à la qualité de l'eau. Donc, et là, on parle particulièrement des éléments inorganiques ou du phytoplancton qui peuvent rendre le milieu opaque et qui peuvent compromettre donc l'équilibre au niveau donc trophique des lacs. Et puis, il y a l'indice trophique qui est l'indice le plus célèbre qui intègre en fait l'ensemble de paramètres. Et cet indice, il a une échelle donc de 0 à 1 et il va nous donner en fait passer du milieu donc ligotrophe en fait ou un milieu où il n'y a pas de possibilité de vie biologique jusqu'au milieu où il y a une très bonne vie biologique et c'est classé un peu dans ce sens. Là, milieu excellent, par exemple, eau relativement peu productive, bonne transparence, pas de phénomène d'hypoxie. Et puis quand on passe fortement déséquilibré, c'est les eaux qui sont très productives, ça veut dire que ce sont des eaux où il y a une concentration de concentré nutritif très importante et qui favorise le développement des eaux colorées. Donc c'est à peu près donc ça. Maintenant, le programme de suivi il a été arrêté, donc nous avons donc l'état trophique donc, qui arrête un certain paramètre, la fréquence, la responsabilité. Pour les sédiments également, donc ils ont arrêté la responsabilité et les fréquences, donc les principaux paramètres pour l'état trophique. Il y a également au niveau du phytoplancton, au niveau des macrophytes. Les macrophytes sont des algues, donc macrophytes, des algues de grande taille. Donc les autres microscopiques, c'est le phytoplancton et les autres, c'est les grandes algues. Et il y a également certains indices qui se calculent, comme donc la présence d'espèces climatiques en fait dans la biomasse totale, qui est un indicateur très. مرحبا بك سي منير على راديو الحوار ام بي. اليوم هذايا والملتقى هذايا هو في الحقيقه هو يوم تشاوري ما بين مختلف الاطراف اللي شاركت وساهمت منذ ما يزيد عن 3 سنوات في صياغه والتخطيط لمشروع ازاله التلوث ببحيره بنزرت. منذ الوقت هذاك الى اليوم الدوله تحصلت على التمويلات اللازمه. الميزانيه العامه الجمليه بتاع المشروع 90 مليون اورو، يعني تقريبا اكثر شويه من 200 مليون دينار، منها 60 مليون اورو قروض اجنبيه من البنوك اوروبيه. على كل حال المشروع ينطلق انجازه الفعلي وتنفيذه راس العام الجاي ان شاء الله، غرة جانفي 2015. الغرض من القاعدة هذه اليوم ما بين مختلف الأطراف هو أنهم يحددوا مع بعضهم شنو اللي عندهم باش يعملوا، شنو كل واحد لازم يعمل من هون للغادي باش نهار الانطلاق الفعلي التنفيذ يكون جيد وما يكونش فيه عطالة وما يكونش فيه مشاكل من أي نوع من المشاكل. هذا هو الغرض من القاعدة هذه تاع اليوم. مشروع هام جدا، هو فيه بعد بيئي لكن فيه بعد اقتصادي لأنه باش يخلق حركية مدة الإنجاز اللي هي 5 سنوات، ثم من بعد باش ينتج فرص جديدة يعني للإنتاج البحري والإنتاج الفلاحي وللسياحة البيئية وغيره. ودونك هو مشروع اقتصادي وهو مشروع اجتماعي لأنه باش يوفر مواطن شغل وباش يعطي راحة للناس، وكما قلت هو مشروع بيئي لأنه باش يطهر وباش ينظف
المحيط هذايا اللي هو ممثل في البحيره نتاع بنزرت، وفي نفس الوقت في البحيره نتاع اشكل اللي هما مربوطين ببعضهم ما نساوش، اللي يلزم نحافظوا على التوازن الطبيعي ما بيناتهم لديمومه الحياه في البقعه هذه من تونس ومن الارض بصفه عامه. فلا بد من ان نردوا بالنا مليح في الانجاز نتاع المشروع هذا ونضمنوا له كل شروط النجاح، خاصة وأنه مشروع تشاركي مشاركين فيه المجتمع المدني والسلطات الجهوية والمحلية والوطنية وهيئات العلم والبحث العلمي وغيره والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية. إذا كان نجح المشروع هذا باش يكون هو نموذج ومثال يحتذى لبقية المشاريع التنموية في البلاد إن شاء الله. بارك الله فيكم.